bonjour. Je suis Laurent Nézas et je voudrais vous être présenté. Comme vous le savez, les élections ont lieu d'ici un peu plus d'un mois, le 24 avril. Et de manière traditionnelle, en France, le gagnant peut se jouer à quelques milliers de voix. Il y a 400 000 Français à l'étranger. Si une majorité d'entre eux venaient à voter, il ne se pourrait qu'ils fassent la différence. Et dans la présentation de M. le sénateur Cantegri, je vais vous en parler dans quelques instants, je lui ai demandé également de nous parler non pas seulement des thèmes économiques de M. Raymond Barre, mais de la manière dont fonctionne le processus électoral des Français à l'étranger, ce qu'est sénateur représentant les Français à l'étranger, ce que sont les délégués, et j'espère vous en dira quelques mots de manière à mieux vous faire comprendre le rôle que vous pouvez jouer. Tout d'abord, merci d'être venu. Je dois ajouter que toute l'organisation ici a été faite de manière rapide et à titre bénévole, que moi-même j'ai offert au secrétariat de M. Raymond Barre de promouvoir les activités et les prises de position de M. Raymond Barre ici. Et c'est le but de cette réunion. Il est environ 6h15. Je vais vous introduire dans quelques instants M. le sénateur Cantegri, qui est avec nous seulement pour la journée. Et nous devrions terminer la réunion d'ici environ 1 heure. Sur le plan pratique, il y aura un exposé sur le thème des positions économiques de M. Raymond Barre. Et ensuite, la salle sera ouverte aux questions pour ceux qui d'entre vous souhaitent en poser et souhaitent obtenir des clarifications sur d'autres aspects de la campagne électorale de Raymond Barre. Je dois ajouter d'ailleurs que d'autres personnes, M. Zambelli en particulier, qui représente, je crois, M. Chirac ici est parmi nous, et que nous tenons d'une manière générale à ce qu'au second tour des élections, il y ait une position commune. Je tenais à faire passer ce message. Sur le plan pratique, je voulais m'introduire très brièvement pour vous expliquer mon rôle, puis j'en viens à l'essentiel du sujet. J'ai rencontré M. Raymond Barre il y a 22 ans à l'école centrale, où j'ai suivi là mon premier cours d'économie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre ce qui se passait dans l'équipe gouvernementale en France. Il se trouve que j'ai été formé aux ordinateurs dans le Silicon Valley, puisque j'avais fait des études à Berkeley après avoir fait des études à l'école centrale, et que je me suis trouvé sur le plan industriel en 1972 sur le marché du travail, étant une rare personne qui comprenait la technologie des micro-ordinateurs. Et j'ai, dans une large mesure, opéré des transferts de technologie entre les États-Unis et la France et certains autres pays européens. C'est dans ce cadre que j'ai été amené à rencontrer à l'époque de nombreux membres du pouvoir dirigeant, dans la mesure où il s'est forcé de mettre sur pied un programme d'éducation et un programme industriel en matière de micro-informatique. J'étais consultant technique. Et c'est de là que date mon association épisodique avec certaines personnes. Étant donné que M. Barre est, comme vous le savez, candidat à la présidence de la République maintenant, j'ai donc offert dans une très modeste mesure de faire connaître ses positions ici en Californie, dans l'espoir que ceux d'entre vous qui sont intéressés joueront un rôle dans le processus électoral et contribueront à le faire connaître. Je voudrais ajouter, et je vous en dirai un mot rapide en fin de réunion, que si vous le souhaitez, je voudrais vous encourager à devenir membre du comité de soutien à M. Raymond Barre. Cela ne coûte rien. Cela signifie simplement que ceux d'entre vous qui sont intéressés devraient simplement nous laisser votre nom. Je vous dirai quelques mots sur les modalités pratiques à la fin de cette réunion. Voici donc pour une brève introduction et pour mon propre rôle. Je voudrais maintenant vous introduire M. le sénateur Cantegri, qui est venu de Paris spécialement pour cette réunion. Il est arrivé hier soir et il m'affirme ne pas souffrir du jet lag. Mais je crois qu'il a l'air un peu fatigué. Et
Los Angeles, pour San Diego, et ainsi de suite, dans une tournée rapide. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Campégry, et vous me corrigerez si je fais des erreurs, était au Sénat depuis 1977, représentant les Français de l'étranger. Il nous expliquera lui-même ce que cela signifie dans une deuxième partie de son exposé. Il a plus particulièrement représenté au début de sa carrière au Sénat les États africains, car lui-même et sa famille, je pense, avaient habité Dakar. Au Sénat, il participe à la Commission des affaires sociales, il est spécialisé dans la protection sociale des Français à l'étranger, et il est vice-président de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, au Sénat. Dans le cadre de la campagne de M. Raymond Barre, il coordonne les comités de soutien et il est membre du conseil politique de M. Raymond Barre. Enfin, sur le plan personnel, je lui ai demandé de trahir un secret. Il est membre de l'Académie des gastronomes. Monsieur le sénateur Campégry. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir, d'être ici avec mon épouse qui m'accompagne au cours de ce voyage et de me retrouver ici à San Francisco parmi mes compatriotes français que j'ai l'honneur de représenter au Sénat de la République française. Je voudrais remercier M. Rodney Sachs qui vient d'assurer cette présentation et qui a organisé cette conférence sur les perspectives économiques et la politique économique de M. Barre. Et je voudrais saluer votre délégué au Conseil supérieur des Français de l'étranger, M. Claude Reboul, qui me fait l'honneur d'assister à cette conférence. Je connais M. Reboul depuis des années. Nous travaillons en commun au sein du Conseil supérieur des Français de l'étranger, dont il est membre, comme il est membre également du Conseil d'administration de l'Union des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs, nous sommes à 45 jours des élections présidentielles en France. Ces élections qui sont un élément politique majeur dans la vie de notre pays, puisqu'elles vont pourvoir à l'élection d'un président qui, pendant 7 ans, jouera un rôle déterminant pour notre pays. Nous sommes effectivement une des grandes démocraties occidentales où le pouvoir présidentiel est extrêmement important. Peut-être aussi, peut-être plus important qu'aux États-Unis où vous vivez. Le président de la République française dispose de pouvoirs considérables. Et depuis l'accession de la Ve République, depuis le retour du général de Gaulle, vous savez, en ayant suivi les événements qui se sont déroulés en France, combien cette présence présidentielle est importante. Nous allons, pour cette élection, et maintenant tous les commentateurs le reconnaissent, avoir plusieurs candidats, mais 3 parmi eux ont une chance véritable d'être président de la République française. Ces 3 candidats, c'est François Mitterrand, notre actuel président de la République. Il n'a pas encore déclaré sa candidature, mais il n'y a plus beaucoup de Français qui doutent maintenant qu'il ne sera pas candidat. J'ai cru personnellement, je vous en fais l'aveu, que le président Mitterrand ne demanderait pas le renouvellement de son mandat. J'ai maintenant changé d'avis comme la quasi-totalité des Français et je pense que dans les jours qui vont venir, il va confirmer qu'il est candidat. Nous avons M. Jacques Chirac, notre actuel Premier ministre, qui a déclaré sa candidature dans la 2e quinzaine du mois de janvier dernier. Vous connaissez M. Chirac, il est venu, je crois, en Californie, il est venu à San Francisco. C'est un de ceux, avec M. Mitterrand, qui peuvent devenir président de la République française. Et enfin, il y a M. Raymond Barre, qui a été de 1976 à 1981 Premier ministre de la France. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, je soutiens sa candidature et je
bien vous entretenir de son programme économique et de ses analyses économiques. C'est un sujet aride, difficile, je vous demanderai donc beaucoup d'indulgence, je vous demanderai de m'écouter et j'essaierai d'être le plus clair possible sur les analyses que fait le candidat Raymond Barre. Permettez-moi très rapidement de vous rappeler la carrière de M. Barre. Vous savez qu'il est né dans l'île de la Réunion. Ça a été un brillant élève, il a fait des études tout à fait satisfaisantes qui ont dû faire plaisir à ses parents. Il a terminé ses études par une agrégation en économie politique. M. Barre est un professeur agrégé d'économie politique qui a fait carrière et qui a séjourné à l'étranger. Son poste de professeur agrégé l'ayant amené dans plusieurs pays étrangers, notamment en Tunisie. J'ai découvert ça avec lui en l'accompagnant lors d'un voyage en Tunisie il y a 2 ans. Et puis cette carrière de professeur agrégé a évolué vers des cabinets ministériels. M. Barre était en 1958, lors du retour du général de Gaulle, le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie. Et enfin, vous connaissez tous cette évolution qui a été la sienne, une évolution européenne d'abord, puisqu'il a été nommé par le général de Gaulle en 1967 à Bruxelles pour représenter la France auprès des communautés européennes, et il a séjourné pendant plusieurs années en Belgique, où il s'est imprégné de ces problèmes européens. En 1975, il est appelé par M. Jacques Chirac et par le président Valéry Giscard d'Estaing au gouvernement et il devient ministre du Commerce extérieur de la France. Il assume ses fonctions pendant 1 an et en 1976, il devient Premier ministre, succédant à M. Chirac, et il restera Premier ministre de 1976 à 1981. Vous avez suivi probablement, ou vous avez lu les principaux points qui ont marqué sa carrière de Premier ministre. Vous savez que la France traversait à ce moment-là des difficultés économiques importantes. C'était l'époque des chocs pétroliers, c'est le terme qui a été utilisé. Le premier choc ayant eu lieu en 1973, et donc des plans avaient été établis par les gouvernements de M. Chirac, puis de M. Barre, pour restaurer notre économie, pour restaurer l'économie de la France, qui assumait avec une certaine difficulté ces chocs pétroliers. M. Barre a un caractère qui est décrit comme quelquefois difficile, il a des convictions, et ce qui lui vaut quelquefois des prises de position qu'il n'arrive pas, ou il n'arrive pas à convaincre tous ses contradicteurs, mais dans ses rapports humains, c'est un homme chaleureux que j'ai eu l'honneur de rencontrer et que je rencontre régulièrement. Il n'a pas participé à la campagne présidentielle de 1981, c'était le souhait du président Valéry Giscard d'Estaing. Il avait par contre pris à l'époque, en 1978, lors des élections législatives, une part importante à ces élections qui, contrairement à ce qui a été annoncé, avait vu le succès de la majorité de l'époque et non pas le succès de l'opposition comme cela a été décrit. Au moment de son départ, en 1981, M. Barre avait tenu aux Français un langage de vérité, notamment sur leur économie, en leur indiquant que ces chocs pétroliers successifs nécessitait à son point de vue une politique de rigueur qui était d'ailleurs appliquée dans d'autres pays européens et qu'il fallait que les Français tiennent compte de cette situation. Mais certains de ses compétiteurs ne tenaient pas le même discours, ce qui peut expliquer que M. Barre, lorsqu'il a quitté les affaires en 1981, n'avait pas des sondages qui lui étaient très favorables. Ils étaient même défavorables dans une grande part. Et puis, on a assisté au 1982-1983 une
lente mais sûre remontée de M. Barre dans les sondages et dans les estimations que faisaient les Français, car l'évolution de la situation en France avait fait comprendre peut-être à nos compatriotes qu'un certain nombre de discours qui leur avaient été tenus n'étaient peut-être pas ceux qui étaient empreints de la plus grande vérité. Vous vous souvenez quand on indiquait aux Français qu'ils pourraient travailler moins et gagner plus, forcément, M. Barre tenait un langage beaucoup plus sévère qui ne lui valait pas que des suffrages favorables. Puis, nous sommes arrivés à la fin de l'année 1985, avant que les élections législatives aient eu lieu, et je ne le ferai que le citer, car ce n'est pas le but de cette conférence, un grand débat a partagé la France sur la cohabitation. Est-ce qu'il fallait ou non cohabiter avec le président de la République française, qui, vous le savez, était élu pour 7 ans, le président Mitterrand, et est-ce qu'il fallait, si une majorité autre que celle qui avait été celle du président en 1981 était élue en 1986, fallait-il cohabiter? Vous vous souvenez des prises de position de M. Raymond Barre, ces prises de position étaient négatives, il considérait que la cohabitation était contraire à l'esprit de la Ve République et que cette cohabitation serait pour la plus grande part favorable au président restant, c'est-à-dire au président Mitterrand. J'en viens maintenant au but de cette conférence, qui est donc l'analyse que fait M. Barre sur les données économiques. Et je commencerai, si vous le voulez bien, par l'analyse de M. Barre des 5 ans de pouvoir socialiste de 1981 à fin 1985, début 1986. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que cette analyse est critique, bien que M. Barre fasse une distinction entre la période de 1981-1983, qui est le premier gouvernement de M. Monroy, où son analyse est là tout à fait critique, et la deuxième période, celle de 1983-1986, deuxième gouvernement Monroy et gouvernement de M. Fabius, où, dans les analyses qui sont faites par M. Barre, il reconnaît qu'un certain nombre de décisions, qu'un certain nombre de redressements économiques pris par ce deuxième gouvernement Monroy et par ce gouvernement Fabius allaient dans le bon sens. Alors voyons cette analyse globalement négative. Sur la croissance, M. Barre constate qu'avant 1981, la France dépassait ses partenaires européens en ce qui concerne la croissance. Il constate qu'en 1986, après les 5 années de pouvoir socialiste, eh bien c'est le contraire, et que c'est nos partenaires européens, allemands, italiens et autres, qui ont une croissance supérieure à celle de notre pays. Première constatation négative. Deuxième bilan, deuxième constatation sur l'investissement. M. Barre est aussi critique sur ce point. Il constate qu'il y a eu un grave décrochement sur la capacité d'investissement de nos entreprises pendant la période 1981-1984, un retard considérable dans l'investissement, retard qui s'est atténué à partir de 1984. En ce qui concerne les prix, sur ce point, M. Barre a une analyse mesurée. Il est fort critique sur la première partie, sur la partie 1981-1984. Il constate qu'à partir de 1984, un certain nombre de mesures prises ont permis de stabiliser les prix et de faire en sorte que ce qui nous différenciait de nos partenaires européens était moindre. En ce qui concerne l'emploi, l'analyse est bien entendu excessivement critique. M. Barre parle d'effondrement, souvenez-vous, en 1981, le candidat à la présidence de la République, M. Mitterrand, avait indiqué qu'il entendait diminuer d'1 million le nombre de chômeurs en France.
le nombre de chômeurs à l'époque était légèrement supérieur à 1,5 million de chômeurs. Qu'en était-il en 1986? Eh bien, le nombre de chômeurs avait atteint 2,5 millions. Non seulement on n'avait pas réduit le nombre de ces chômeurs, mais on l'avait augmenté de près d'1 million. En plus, nous avions décroché par rapport à nos autres partenaires de la communauté européenne. En 1980, nous étions dans un chiffre honorable par rapport à nos partenaires. En 1986, eh bien, nous étions dans le peloton de tête en ce qui concerne le chômage en Europe. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, eh bien, une constatation également négative, ce pouvoir d'achat est en retrait. Avant 1981, le niveau de vie des Français augmentait plus rapidement que le reste de l'Europe. En 1986, c'est l'inverse. Le niveau de vie des Français augmente plus lentement que nos partenaires européens. Sixième analyse, la monnaie et les taux d'intérêt. Là aussi, une sanction d'une politique économique qui n'était pas satisfaisante. Pendant le septennat de M. François Mitterrand, le franc a perdu 43% de sa valeur par rapport au Deutschmark, 15,8% par rapport à l'écu, l'écu étant, vous le savez, la donnée de référence de la monnaie qui pourrait être la future monnaie européenne. Le franc a donc perdu 15,8%, c'est-à-dire sur toutes les monnaies qui composent l'Europe. En ce qui concerne les finances publiques, nous avons assumé dans la période 1981 à 1986 un déficit record. Fort heureusement, depuis 1986, un redressement a été amorcé, mais notre déficit reste actuellement, par suite de cet héritage, encore plus élevé que les 5 autres grands pays européens. En ce qui concerne la sécurité sociale, auquel les Français sont très attachés, notre système de protection sociale, cette sécurité sociale en 1981 était équilibrée. Elle est actuellement en déficit de 20 milliards de francs français, c'est absolument considérable, et les projections qui sont faites pour l'année prochaine ne sont pas malheureusement favorables. En ce qui concerne les échanges extérieurs, et j'en terminerai là sur ce bilan qui, vous le voyez, n'est pas favorable, c'est là assez catastrophique. La France, entre 1981 et 1986, a perdu 1 client sur 5 par rapport à 1981. Nos parts de marché, c'est-à-dire notre capacité à exporter à l'étranger, a considérablement diminué. Voici donc l'analyse qui est faite par M. Barre, par ses analystes financiers. Au seuil de 1986, arrive le gouvernement de M. Jacques Chirac en mars 1986, et là, une politique s'installe qui tente à restaurer nos équilibres, tant nationaux qu'internationaux. Et sur l'essentiel de cette politique, l'analyse de M. Barre est favorable. M. Barre est favorable aux privatisations qui ont été entreprises par le gouvernement de M. Jacques Chirac, même s'il a, et c'est bien normal, un certain nombre d'idées sur la manière dont ces privatisations devraient être menées. M. Barre est d'accord sur les grands équilibres qui ont été établis par le gouvernement et par notre ministre des Finances, M. Balladur. Il constate que le chômage s'est stabilisé et que l'inflation a été maintenant jugulée, puisque notre taux d'inflation est comparable à celui, je parle au mois de mars 1988, est comparable à celui des autres grands pays européens. Bien entendu, il manque au gouvernement de M. Chirac la durée, puisque son temps est prévu pour 2 ans, mars 1986, avril-mai 1988. Mais
j'indique à nouveau que cette analyse sur ce qu'a fait ce gouvernement est globalement favorable de la part de M. Barre. J'en viens maintenant aux analyses de M. Barre sur l'économie mondiale et sur l'économie française. M. Barre a accordé tout récemment, en ce début du mois de mars, un entretien avec un journaliste économique qui est bien connu en France, qui s'appelle Jean Boissonnat, et qui est le rédacteur en chef de l'Expansion. M. Boissonnat étant également un commentateur de radio en France bien connu. J'ai puisé dans cet échange de vues entre M. Barre et M. Boissonnat l'essentiel des analyses que je vais vous transmettre. Tout d'abord, et je crois que cela aura un intérêt pour nos compatriotes qui vivent ici aux États-Unis, M. Barre fait une analyse sur les grandes préoccupations économiques actuelles, c'est-à-dire sur l'inflation, sur les crises monétaires mondiales, sur les chocs pétroliers, sur le krach boursier du mois d'octobre 1987. Et M. Barre remonte assez loin dans ses analyses et je voudrais vous les transmettre. Il pense notamment que l'inflation américaine a été un phénomène d'accélération de la crise économique mondiale à la fin des années 1960. M. Barre pense que la guerre du Vietnam, qui a été financée par les États-Unis d'Amérique principalement par l'inflation et non par l'impôt, ce qui est en contradiction d'ailleurs avec ce qui s'était passé avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, où là, les États-Unis d'Amérique avaient financé ce plan qui avait, vous le savez, eu un grand impact sur le redressement de l'Europe, par l'impôt et non par l'inflation. La guerre du Vietnam et son coût élevé a donc joué un rôle d'accélération, je dis bien d'accélération, dans les déséquilibres mondiaux. M. Barre pense également, et là les États-Unis d'Amérique sont à nouveau en cause, qu'à la fin des années 1960, la stabilité des prix n'a plus été assumée aux États-Unis. Et que la disparition du système monétaire international qui était fondé, vous vous en souvenez, sur la stabilité des taux de change et la référence à l'or, cette disparition, lorsque M. Nixon a décidé de décrocher le dollar de sa référence en or, a créé une instabilité monétaire durable dans le monde. À la question précise qui lui était posée par M. Boissonnat, est-ce qu'il faudrait que nous revenions à des taux de change fixes? Est-ce que nous devrions revenir à une référence à l'or? La réponse de M. Barre est négative. Il ne pense pas que le monde actuel puisse revenir à de telles références, mais il pense qu'une restauration de la stabilité des changes et qu'une politique américaine qui serait crédible dans sa réduction des déficits serait le bon moyen de revenir à une restauration des changes et de leur parité. Sur la question qui lui était posée sur la politique américaine actuelle, la réponse de M. Barre est positive. Il pense que la politique actuelle des États-Unis d'Amérique est dans la bonne voie, que la baisse du dollar, qui est certes extrêmement importante, va permettre une reprise des exportations américaines et que cette baisse du dollar commence à porter ses fruits. Vous le savez, on pense qu'on pourrait évoluer vers un dollar à 120 yens et un dollar à 1 Deutschmark 50 et que le déficit américain pourrait tomber en dessous des 10 milliards de dollars par mois. Ceci, si cela se confirmait, d'après M. Barre, serait un moyen de stabiliser les flux et permettrait de réduire valablement
les déséquilibres budgétaires. M. Boissonnat a interrogé M. Barr sur la politique américaine et en lui demandant si cette baisse du dollar était suffisante pour cette restauration. La réponse de M. Barr est négative. Il pense que les États-Unis d'Amérique ne pourront pas valablement réduire et mettre en place la situation actuelle sans des mesures fiscales qui lui paraissent tout à fait nécessaires. Donc, l'analyse de M. Barr est non pas de revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une référence à l'or, mais il pense que les grands pays occidentaux devraient tendre vers une volonté commune de corriger leur déséquilibre. Et ceci aurait un intérêt sur la croissance de ces pays qui sont handicapés actuellement principalement par le niveau élevé des taux d'intérêt qui limitent la croissance des grands pays occidentaux qui ont une épargne insuffisante à l'exception de quelques pays comme le Japon et cette épargne insuffisante entraînant une propension à la consommation trop élevée qui limite la croissance du revenu réel, qui est maintenant plus faible que nous l'avons connu pendant de très nombreuses années. Pour M. Barr, les pays qui ne font pas un effort suffisant d'investissement ne peuvent bénéficier d'un niveau d'emploi et de revenus élevé. Et c'est malheureusement le cas de notre pays, la France, qui n'a pas fait, je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon bilan, dans le bilan que fait M. Barr de la période 1981 à 1984, qui n'ont pas fait un effort d'investissement suffisant, ce qui a nui à notre productivité et qui a nui à la croissance de nos revenus. Pour l'essentiel, pour M. Barr, il faut donc faire cet effort d'investissement, il faut faire un effort de recherche, d'innovation et de formation des hommes. C'est peut-être sur ce point que M. Barr a une différence plus marquée avec les analyses qui ont été faites par M. Chirac et M. Balladur. En ce sens que M. Barr aurait souhaité que, en 1986, le point soit mis sur un effort de nos entreprises en matière d'investissement et ne pas privilégier autant, comme cela l'a été, une logique financière qui a été, certes, un mérite de notre ministre des Finances, mais qui n'a pas permis à nos entreprises de restaurer leur outil économique. En ce qui concerne l'Europe, puisque vous savez que c'est maintenant pour la France, l'Europe est une lueur à la fois d'espoir, mais également l'Europe entraîne pour nous un certain nombre de contraintes, puisque nous avançons vers une plus grande fusion européenne des pays en Europe. M. Barr pense que l'Europe monétaire pourrait voir le jour si les Européens veulent établir une monnaie stable et indiscutée. Ils pourraient se doter d'un système qui ressemblerait à la réserve fédérale américaine à l'horizon des 5 premières années. Un conseil de gouverneurs des grandes banques centrales européennes pourrait définir la politique monétaire interne à l'Europe et fixerait ainsi pour la communauté européenne son attitude vis-à-vis des autres monnaies. À la question qui lui était posée du problème de la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, n'appartient pas au serpent monétaire européen, qui est déjà l'amorce de ce que souhaite M. Barr sur cette entente monétaire européenne, M. Barr pense que cette union monétaire pourrait se faire sans la Grande-Bretagne,
qui ne semble pas prête, pour différentes raisons qu'il serait trop long d'aborder ici, à rejoindre cette politique européenne. L'ensemble de cette volonté d'union en Europe pourrait entraîner pour l'ensemble des pays européens un taux de croissance qui pourrait atteindre de 3 à 3,5%, qui permettrait une reprise de l'économie européenne, une reprise de l'économie française, et qui nous permettrait de devenir à nouveau créateurs d'emplois, ce qui n'a pas été le cas depuis 1981. Quant à l'analyse que fait M. Barr sur les privatisations qui ont été, vous le savez, un des grands sujets économiques du gouvernement de M. Chirac depuis 1986, M. Barr est favorable à ce qui a été entrepris en ce qui concerne les privatisations. Il souhaite la poursuite de ces privatisations. Il a cependant quelques divergences sur les choix opérés depuis 1986. Il pense notamment que les privatisations auraient dû porter de façon prioritaire sur les banques, sur le système bancaire français qui, je vous le rappelle, avait été totalement nationalisé par le gouvernement de M. Mauroy en 1982. Il pense que le système bancaire devrait être privatisé, d'abord les banques qui ont été nationalisées en 1982, puis celles qui avaient été nationalisées en 1945, et il est d'accord sur cette analyse, qui doivent tomber dans le système privé. M. Barr est plus favorable aux augmentations de capital qu'aux privatisations complètes. Il pense que l'on arriverait ainsi, avec moins de difficultés, à une privatisation qu'en mettant, comme cela a été le cas, l'ensemble des titres sur le marché pour les banques qui ont été déjà nationalisées. À la question qui lui a été posée, et qui bien sûr intéresse tous les Français, est-ce que Renault devrait être nationalisé? La réponse est oui. Renault, grande société d'automobile, pour être maintenant compétitive, devrait être nationalisée, mais peut-être en tenant compte de sa particularité, avec une nationalisation comme l'a été une privatisation partielle, comme l'a été la Compagnie française des pétroles ou Elferap, qui, vous le savez, voit encore une participation de l'État considérable. Il s'est intéressant de connaître l'opinion de M. Barr sur la politique économique qu'a non seulement faite M. François Mitterrand, mais également sur son point de vue sur la social-démocratie. M. Barr pense que M. Mitterrand est non seulement des social-démocrates, mais qu'il veut aller au-delà de ce que l'on considère comme véritablement une politique social-démocrate. Il pense notamment que son attitude, au début des années 1980, en ce qui concerne les nationalisations, en crée à l'État un rôle plus important que celui qui lui est accordé dans les social-démocraties européennes, et que c'est en fait un État-providence qui est une manière de redistribution des revenus, ce qui entraîne un gonflement des dépenses publiques et une augmentation des taux d'imposition. Certes, dans les années 1970, une politique social-démocrate a eu lieu dans de nombreux pays, qui a amené une croissance qui était très faible pour l'ensemble des pays qui menaient cette politique. Mais il faut indiquer que cette politique social-démocrate avait pourtant eu des atouts exceptionnels qui étaient dus à la situation de ces années 70, notamment à l'ouverture de marchés nouveaux, à une croissance des naissances qui était encore importante dans les pays occidentaux européens. Nous sommes arrivés maintenant dans une situation qui est tout à fait différente.
La concurrence internationale, et nous la vivons dans tous les pays où nous sommes, est extrêmement vive. Et seuls les pays qui auront la plus grande possibilité et d'esprit d'entreprise et qui auront une capacité d'épargne importante, dont nous donne l'exemple, notamment le peuple japonais, seront amenés à participer valablement à cette compétition. Dans l'idée donc de M. Barr, il faut un allègement du rôle de l'État et des prélèvements. Il faut que notre taxe à la valeur ajoutée, soit alignée sur la moyenne européenne. Vous savez que nous avons dans ce domaine un taux de TVA qui est très supérieur à celui de nos compétiteurs européens. Et il faut donc que nous ramenions notre taux surtout à l'horizon 1992-1993, qui est celui du grand marché européen, à des taux qui soient comparables à ceux de nos partenaires. Il en est de même en ce qui concerne le taux de l'impôt sur le revenu. Vous savez que ce taux est actuellement au maximum de 58%. M. Barr pense qu'il faut que nous revenions à un taux maximum de 50% et à un impôt sur les sociétés qui ne serait pas supérieur à 33%. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons cette échéance de 1993. Elle sera capitale pour notre pays qui va ouvrir complètement ses frontières aux autres pays européens et à un certain nombre de compétiteurs, je pense notamment à l'Allemagne fédérale, qui sont, vous le savez, dans ce domaine de redoutables battants. Pour cet objectif, M. Barr pense qu'un plan devrait être établi sur les 5 ans qui viennent, qui permettrait, avec une dépense qui serait de l'ordre de 130 à 140 milliards de francs, de mettre complètement à plat notre système de fiscalité. Nous avons, il est vrai, un système fiscal qui est le plus archaïque au sein de l'Europe. Nous avons une multitude d'impositions qui se superposent et qui sont souvent stérilisantes et négatives pour nos investisseurs, pour nos entreprises. M. Barr fait sur ce point référence au plan qui a été mené aux États-Unis au cours des 2 dernières années et qui a tendu, vous le savez, à une réduction considérable des impositions. Et il pense que, non pas en prenant systématiquement ce qui a été fait aux États-Unis, mais en prenant un certain nombre de bons côtés, il pourrait être envisagé pour la France d'envisager un plan un petit peu comparable. Cela permettrait des allègements d'impôts qui seraient financés comment? Elles seraient financées par des économies supplémentaires sur les dépenses publiques, qui sont encore très lourdes. Elles seraient financées par des redéploiements. Elles seraient financées par des recettes fiscales supplémentaires qui seraient dues à une activité économique plus soutenue, dans le cadre d'un taux de croissance que je vous ai indiqué qui est supérieur à celui qui serait celui actuellement. 140 milliards sur 5 ans, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si l'on pense que de 1986 à 1988, en 2 ans, 60 milliards ont été trouvés par l'actuel gouvernement, donc ce plan ne paraît pas véritablement trop ambitieux. Dans les 10 ans à venir, une telle fiscalité moderne pourrait donc être donnée à la France et aux Français. À la question qui a été posée à M. Barr sur l'impôt sur les grandes fortunes, M. Barr a rappelé qu'il n'était pas favorable à cet impôt sur les grandes fortunes pour diverses raisons. D'abord parce que son rendement est faible, parce qu'il est dissuasif pour les investisseurs, et il pense plutôt à une incitation fiscale à l'investissement spécifique pour une durée
déterminée. En arrivant à la conclusion de cette interview qu'il a donnée à M. Boissonnat, on lui demandait quelles étaient les meilleures chances de la France pour les années à venir et quels étaient les plus grands handicaps de notre pays. En ce qui concerne les meilleures chances de la France, M. Barre retient les hommes, c'est-à-dire les Français, et leurs capacités. Il retient les fortes positions de notre pays dans des technologies avancées, dans les télécommunications, dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans les biotechnologies. Il retient l'espace intérieur qui est le nôtre. Il est vrai, vous le savez, que la France dispose d'espace et que le nombre de Français par rapport à notre surface n'est pas considérable. Enfin, il pense à l'élargissement européen qui, en faisant entrer le Portugal et l'Espagne dans le marché commun, a mis la France au centre de l'Europe. Et donc, la France est un passage obligé. Et ceci créera, bien entendu, des conséquences qui ne peuvent que nous être favorables. Lorsqu'on l'interroge sur les handicaps dont a à faire face notre pays, il pense qu'un des premiers handicaps est l'agriculture. Notre agriculture, qui est un élément, un atout, mais également un coût considérable pour notre pays, traverse une crise profonde. Certes, cela peut être porteur d'espoir, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais l'agriculture coûte cher aux Français. Deuxième handicap pour notre pays, le ralentissement de notre croissance démographique. Certes, nous ne sommes pas plus mal placés parmi les autres pays européens, mais nous avons une croissance démographique qui, vous le savez, est encore insuffisante pour assurer à elle seule le remplacement des Français qui vivent actuellement. Il pense enfin qu'un handicap des Français est notre système éducatif et de formation professionnelle, qui est mal adapté aux besoins de notre économie et qui doit donc être réformé. Enfin, il pense que la France ne dispose pas d'entreprises assez performantes, notamment en ce qui concerne notre exportation. En conclusion, M. Barre pense qu'il faut restaurer la compétitivité de la France. Et pour cela, il y voit 4 conditions. Une croissance et un investissement productif plus considérables, avec une priorité à l'allègement de la charge fiscale des entreprises, un système d'incitation à nos entrepreneurs, un aménagement de notre taxe professionnelle et un transfert du financement des prestations familiales qui sont actuellement supportées pour une grande part par nos entreprises vers l'État. M. Barre pense qu'il faut qu'un effort de recherche et de développement plus important soit poursuivi. Il pense que la formation des hommes jouera un rôle important pour l'avenir de notre pays et qu'enfin, il faut créer et aménager la transmission des entreprises. Mesdames et messieurs, pour restaurer cette compétitivité, il est bien évident que les Français de l'étranger vont jouer un rôle prépondérant. Les 1,5 million de Français qui vivent à l'étranger auront un rôle particulier à jouer pour gagner la bataille du commerce extérieur. C'est la raison de la déclaration qu'a faite M. Raymond Barre à La Rochelle le 4 juillet 1987, dont je vais vous rappeler la teneur. La France, ce sont aussi les Français de l'étranger qui constituent un élément fondamental de notre présence dans le monde. Le rayonnement de notre pays a été, à travers l'histoire, largement le fait de nos compatriotes résidant hors de l'Hexagone. Merci de m'avoir entendu avec cette attention sur un sujet aussi difficile.
avant d'arriver à la deuxième partie de l'exposé, qui, comme l'a souhaité M. Sachs, portera sur les instances représentatives des Français qui vivent à l'étranger, je peux essayer de répondre aux questions qui pourraient être posées. Est-ce que tel ou tel d'entre vous souhaiterait poser une question? Oui, madame. Une question sur l'éducation. Est-ce que M. Barr a des idées pour l'éducation des jeunes? Eh bien, madame, vous savez que, je l'ai rappelé tout à l'heure, M. Barr est un éducateur, puisque c'est un professeur d'économie, il enseigne, il a donc, c'est un des sujets qui, je crois, lui tiennent particulièrement à cœur. Et il a effectivement tout un programme qui a été établi en ce qui concerne l'éducation et la formation des Français. Il me serait difficile, je crois, ça serait un autre exposé, d'aborder. Il y a une fiche argumentaire que je pourrais vous communiquer et dont vous pourrez prendre connaissance sur ce programme de M. Barr en ce qui concerne l'éducation. Et je vous la transmettrai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, je pense qu'en 81, effectivement, les nationalisations étaient peut-être une erreur, et certainement une erreur. Et ne pensez-vous pas que la privatisation risque de tomber dans la même erreur, à savoir qu'on risque de tomber dans un cycle, j'appellerais un peu une sorte de syndrome anglais. Quand on a un régime conservateur, on privatise. Quand on a un régime Labour socialiste, on nationalise. Et on a vu que ça a conduit l'Angleterre. Pensez-vous pas qu'il faudrait quand même fixer les règles du jeu? Les règles du jeu ont été fixées depuis 1945 par le général de Gaulle, d'ailleurs en partie. Et ne pensez-vous pas que cette querelle de vouloir dénationaliser, renationaliser, privatiser Renault ou la Société Générale ou la BNP ou le Crédit Lyonnais est une fausse querelle qui risque de cacher les vrais problèmes économiques qui se posent, qui sont notamment, vous l'avez souligné, la concurrence internationale, car je ne pense pas que Renault ait échoué aux États-Unis parce qu'il était nationalisé, c'est parce qu'il a eu une politique de marketing absolument abominable, effrayante, et quand on connaît le pays, on savait que c'était une catastrophe. Bien, quand on connaît un peu les États-Unis, on n'aurait jamais imaginé que Renault n'aurait jamais dû avoir cette politique de marketing. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de tomber dans ce cycle que j'appellerais un peu le cycle anglais, qui n'est pas, à mon avis, ne répond pas aux défis économiques de la concurrence internationale? Pour avoir entendu M. Barr dans ses conférences, je peux vous apporter le témoignage que, en ce qui concerne les privatisations, les idées de M. Barr ne sont pas excessives. Et la crainte que vous pouvez exprimer, vous avez cité effectivement l'exemple de la Grande-Bretagne, qui effectivement sur ce point a donné par les changements de gouvernement travailliste et conservateur un exemple effectivement quelquefois excessif. Les idées de M. Barr ne sont pas celles-là. Ce que pense M. Barr, c'est que nous devons, en ce qui concerne nos privatisations, être dans un équilibre par rapport à nos grands partenaires et compétiteurs, notamment européens. Or, au seuil de 1980, avant l'arrivée des gouvernements socialistes successifs, la part de l'État, du secteur étatisé en France, était très nettement supérieure à celle de nos partenaires européens. Aussi, sans tomber dans des excès qui pourraient voir comme peut-être en Grande-Bretagne la privatisation de l'électricité, ce qui est actuellement en cours, et jamais je n'ai entendu M. Barr, ni d'ailleurs M. Chirac, aborder un tel propos, un certain nombre de secteurs, notamment le secteur bancaire, qui avait été complètement nationalisé en 1980, où il n'y avait donc pratiquement plus de concurrence, M. Barr pense qu'il faut revenir dans ce secteur bancaire à des privatisations qui doivent être menées harmonieusement et qui ne doivent pas être, bien entendu, introduites en France n'importe comment. En ce qui concerne Renault, dont vous avez parlé, ce que nous constatons en France, c'est que nous avons maintenant deux grandes firmes d'automobiles. Nous avons
serait de taille à peu près équivalente. Alors nous constatons que depuis plusieurs années, Peugeot a su restaurer ses équilibres, gagne maintenant de l'argent, a une capacité d'exportation tout à fait considérable, et que Renault, pas seulement aux États-Unis, vous venez de nous citer le cas des États-Unis, mais malheureusement sur d'autres marchés, n'occupe pas la place qui devrait être la sienne. Et que, pour diverses raisons, la Régie nationale des usines Renault, qui remonte, c'est vrai, à 1945, n'a pas une faculté de compétition qui est maintenant satisfaisante. D'où l'idée qu'il faudra bien que Renault, comme Peugeot, rentre dans le droit commun des entreprises françaises. Pourquoi d'ailleurs y aurait-il un statut tout à fait particulier à Renault alors qu'elle vend des automobiles et de la technologie comme le fait Peugeot. Donc pour répondre à votre question, je ne crois pas que l'idée de M. Barre soit d'aller vers des excès. L'idée est que la France doit avoir un équilibre entre son secteur privé et le secteur étatique qui soit comparable, je vous le redis, à nos autres partenaires et être ainsi compétitif, notamment à cet horizon 1992 qui va être pour notre pays un grand événement. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Vous avez fait justement remarquer l'attachement des Français à la sécurité sociale et vous avez précisé que le budget de la sécurité sociale était depuis de nombreuses années en déficit et que la situation ne semblait pas devoir s'améliorer de manière importante dans un bref délai. Et les remarques que vous avez prêtées à M. Barre sur les moyens qu'il envisage pour redresser cette situation me paraissent quelque peu inquiétants pour les allocataires, puisque d'une part, il envisage une diminution des rentrées fiscales et d'autre part, le financement de la sécurité sociale sur le budget de l'État, alors qu'il le voit étant actuellement financé surtout par les entreprises. Alors, je voudrais savoir quel est l'avenir de la sécurité sociale si nous avions un gouvernement Barre, une présidence Barre. Alors d'abord, quelle est la situation, je l'ai dit un peu tout à l'heure, de la sécurité sociale? Vous savez que les Français sont très attachés à leur système de protection sociale, mais que c'est un des systèmes les plus coûteux, peut-être le plus coûteux qui existe dans le monde. Je pense que vous savez tous que le budget de la sécurité sociale est maintenant légèrement supérieur au budget de l'ensemble de la France. Autrement dit, la sécurité sociale seule a un budget qui est supérieur à l'ensemble de la nation. Cela vous donne donc l'ensemble des dépenses qui sont faites en matière de protection sociale. J'ai rappelé tout à l'heure que ce budget de la sécurité sociale était en 1981 équilibré et qu'au cours des années 82-83, un certain nombre de déséquilibres sont intervenus et qu'en 1986, un déficit est apparu, un déficit de l'ordre de 20 milliards de francs et qui n'est donc résorbé sur le budget de l'État et qui est donc une dépense supplémentaire pour l'État et pour les Français. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, c'est que M. Barre pense qu'en ce qui concerne les allocations familiales, je pense que vous savez ce que sont les allocations familiales, c'est l'aide qui est donnée aux familles pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Ça n'a rien à voir avec le budget de la santé, qui est tout à fait autre chose et qui n'est pas le même budget. En ce qui concerne les allocations familiales, c'est les entreprises, les entrepreneurs qui actuellement paient une grande part de cette dépense d'allocation familiale. M. Barre pense que progressivement, c'est l'État qui devrait se substituer aux entreprises pour participer à ces dépenses d'allocation familiale, qui sont qu'une part modeste de l'ensemble du budget de la protection sociale des Français. Bien entendu, cela ne pourra se faire qu'en créant des ressources supplémentaires pour faire face à cela, mais
c'est une intention caractéristique de la politique que veut mener M. Barre pour permettre aux entreprises françaises d'être compétitives par rapport à nos partenaires qui, eux, n'ont pas les mêmes contraintes de contribuer aux allocations familiales. Je pense notamment à l'Allemagne de l'Ouest et à d'autres compétiteurs européens. Sur ce plan, il faut que là aussi, nous mettions notre pays en équilibre par rapport à nos autres partenaires. En ce qui concerne le reste de la sécurité sociale, j'ai entendu M. Barre dire qu'il était très attaché, comme tous les Français, à ce système de protection sociale, même si un certain nombre d'économies, un certain nombre de, comment dirais-je, de remises en ordre doit être faite dans ce budget gigantesque qui est celui de la sécurité sociale. Je pense notamment à notre coût d'hospitalisation qui est un des plus élevés dans le monde et qui doit être revu, où des économies doivent pouvoir être faites. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, après avoir écouté votre compte rendu, je me posais la question suivante, à savoir si les mesures économiques de monsieur Raymond Barre divergent-elles effectivement avec celles de M. Chirac? Et la question que je me pose, c'est à savoir si ces deux candidats de droite ne jouent pas en fait un genre de double emploi, et ça pourrait nuire finalement peut-être à l'élection présidentielle de 1988. Alors, vous savez d'abord pourquoi y a-t-il deux candidats de droite? Parce que cela correspond à la vie politique de notre pays. Nous avons toujours eu deux sensibilités au sein de la droite, une sensibilité que représente actuellement M. Chirac, que représente le RPR, qui est une sensibilité qui se situe peut-être un peu plus à droite que la sensibilité que représente M. Barre, qui est plus centriste, plus libérale, et ces deux sensibilités ont toujours existé, ont toujours coexisté au sein de notre pays. Donc, ne pas tenir compte de ces réalités, parler d'un candidat unique, bien entendu, c'est ce que aurait pu souhaiter un certain nombre de Français pour la droite. Les faits sont comme ceux-là, ils sont incontournables pour répondre à un mot à la mode, et donc il faut tenir compte de ce qui existe. En ce qui concerne les particularités, M. Barre et M. Chirac s'entendent sur l'essentiel, ils l'ont dit publiquement, ils appartiennent tous les deux à une majorité, qui est celle qui gouverne notre pays actuellement. Cela ne les empêche pas d'avoir des différences sur les grands sujets qui dominent la vie politique et la vie économique de notre pays. Dans l'exposé, si vous m'avez entendu tout à l'heure avec une certaine attention, j'ai pris la peine d'indiquer que sur certains points, M. Barre avait, notamment en ce qui concerne l'investissement des entreprises, en ce qui concerne la manière dont les privatisations pourraient être faites, etc., un certain nombre d'idées particulières qui caractérisent une politique économique. Une politique économique, bien entendu, elle peut être celle telle qu'elle a été faite en 1981, avec les nationalisations, avec tout ce que vous avez pu suivre pendant cette période. Et puis, il y a une politique qui est celle de notre actuelle majorité, où se distinguent un certain nombre de facteurs, et ces facteurs, eh bien, M. Chirac a ses priorités, M. Barre a les siennes, c'est aux Français de choisir lors de la primaire du premier tour, celui qu'ils considéreront comme le mieux à même de mener la vie économique et politique de notre pays. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure M. Sachs, eh bien, j'espère que les Français se rassembleront, les Français qui ont soutenu M. Chirac et M. Barre, se rassembleront après pour soutenir le candidat qui a été le mieux placé au premier tour face au candidat de la gauche. Monsieur, madame. Quelle est la position de M. Barre vis-à-vis de l'influx des capitaux étrangers? Vis-à-vis de l'influx des capitaux étrangers en France. Va-t-il imposer un impôt similaire à l'impôt français, ou va-t-il... est-ce que l'impôt va être beaucoup plus avantageux pour les étrangers que pour les Français? Pour les entreprises
étrangères. Pour les entreprises étrangères qui s'installent en France, eh bien, la règle, madame, est tout à fait claire. Les entreprises étrangères, lorsqu'elles s'installent sur le territoire français, subissent exactement les mêmes impositions que nos entreprises françaises. Ça, il n'y a pas de poids, de mesure. C'est exactement les mêmes impositions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Quand une entreprise étrangère s'installe sur le sol français, elle est soumise aux mêmes impositions que les entreprises françaises. Et aux mêmes règles et aux mêmes obligations, bien entendu. Donc ils ne comptent pas changer les... Certainement pas. Non, ça ne me paraît pas possible. Ça serait d'ailleurs en outre contraire au règlement européen qui, vous le savez, s'impose à la France comme il s'impose aux autres pays européens et qui sont très contraignants et qui ne permettraient pas de telles mesures. Ça. Monsieur ? Est-ce que le franc français ne sera pas obligé de dévaluer après les élections, surtout si le dollar baisse? Monsieur, ça, je ne suis pas... Je ne fais pas de pronostic. Comme l'on dit en France, je ne suis pas Madame Soleil, qui, vous savez, une de grande voyance et qui vit dans le mar de café. Ce que je constate simplement, c'est que le franc français actuellement se porte bien. Au sein du serpent monétaire européen, qui est la gamme de référence, le franc français est bien placé par rapport aux autres monnaies européennes. Aucune action importante ni concertée n'est actuellement dirigée contre notre monnaie. Je l'ai indiqué tout à l'heure, notre taux d'inflation est maintenant devenu comparable à l'inflation des autres monnaies européennes. Donc, dans l'état actuel des choses, rien ne justifie une dévaluation. Bien entendu, une monnaie, c'est une confiance dans une monnaie. Si donc l'évolution politique voulait que le choix politique des Français ne soit pas celui de l'actuelle majorité, je ne peux pas, bien entendu, préjuger de ce que serait l'attitude d'un certain nombre de nos compatriotes. Est-ce qu'ils continueraient à avoir confiance dans la monnaie et dans la politique qui va être suivie, ou bien est-ce qu'ils feraient comme en 1981, ils mettraient en doute la capacité des nouveaux gouvernants à assumer les fonctions économiques, ce qui a entraîné, vous le savez, 3 dévaluations successives de notre monnaie. Ça, je ne peux pas le préjuger. Vous avez mentionné deux faits. Vous avez dit que les taux d'intérêt sont trop élevés. Mais, sauf erreur de ma part, si je porte attention à votre exposé, quelle est la politique de M. Raymond Barre, quels sont les outils qu'il envisage pour réduire ces taux d'intérêt? Parce que, effectivement, l'un des problèmes clés des pays, notamment de la France, c'est que les taux d'intérêt en taux réel sont beaucoup trop élevés et que ça fait, on ne sait pas vivre avec la non-inflation, puisqu'on a tellement vécu depuis 30 ans avec l'inflation, c'est très bien vivre comment vivre avec une sorte de faible inflation. Donc, et notamment les taux d'intérêt en taux réel sont très élevés, puisqu'on a des taux d'intérêt de l'ordre de 8 à 10% au-dessus du taux d'inflation. Donc, quels sont les moyens que M. Barre envisage pour réduire ce taux d'intérêt? Ça, c'est la première. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que je pense qu'on peut lire ça dans les journaux français, c'est les histoires de comparaison des taux d'impôt. Vous avez parlé effectivement qu'en France, on est 58%, et aux États-Unis, grâce à cette... il y a eu une réforme assez importante. Je ne pense pas qu'elle va apporter beaucoup du moins pour la classe moyenne aux États-Unis, elle n'apportera pas beaucoup de réduction d'impôts. Mais il faudrait faire attention dans les comparaisons. Quand on dit que 58% en France, par exemple 32 ou 33% aux États-Unis, il faut voir qu'aux États-Unis, c'est 33% sur 100% du salaire reçu brut, alors qu'en France, c'est 58% sur un salaire diminué des charges sociales, diminué des 10% et des 20%. Donc vous arrivez déjà à peu près à 45%. Donc 58% de 55% à la limite. Donc vous voyez, il faut faire attention quand on compare. Et je crois qu'en France, on a tort de penser que l'impôt direct, on ne parle pas d'impôt indirect, mais de l'impôt direct est beaucoup plus élevé ici que ça que dans d'autres pays.
pour avoir vécu dans d'autres pays comme le Canada et les États-Unis, je peux vous dire que je paye beaucoup moins d'impôts en France quand j'y suis que quand je suis dans ces pays. Un salaire à peu près équivalent. Donc il faut faire très attention à ces comparaisons. Alors, je vais essayer de répondre à vos deux questions. En ce qui concerne les taux d'intérêt, dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure de la politique qu'entend mener M. Barre, vous avez déjà les explications. Quand je vous ai dit que M. Barre souhaitait, et qu'il aurait souhaité, en 1986, que les entreprises aient une capacité d'investissement beaucoup plus grande et que l'on privilégie cette capacité plutôt que de privilégier la consommation, là, voilà un des moyens pour éviter pour permettre à nos compatriotes d'avoir une capacité plus grande à épargner et diminuer les taux d'intérêt. En ce qui concerne tout à l'heure ce que vous venez de dire sur l'imposition en France, en fait, ce qui compte, c'est le total des prélèvements qui sont faits, soit par le biais des impôts directs, soit par le biais des indirects, le total des prélèvements que fait l'État français. Or, ce prélèvement est actuellement considérable. Il atteint le niveau de 45% sur le produit, le produit français, et ceci est un taux qui est nettement supérieur à celui de nos partenaires européens. Alors nous pouvons discuter du taux de l'impôt sur le revenu, du taux des impôts indirects comme la TVA. Ce qui compte, c'est le total des prélèvements que fait l'État, qui sont bien entendu trop élevés, comme je viens de l'indiquer, qui doivent être diminués. C'était d'ailleurs une volonté de tous les gouvernants. Nous étions à 41% en 1981, nous sommes maintenant à 45% de taux de prélèvement, et c'est beaucoup trop élevé. On était à 34%, 74%. Est-ce qu'on ne peut pas baisser un peu la climatisation, qui paraît vraiment très forte? Monsieur? Bien que cette discussion concerne essentiellement l'économie, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser la position de M. Raymond Barre sur les deux sujets suivants, la politique de défense, et je pense notamment à une défense européenne, et également la politique extérieure en Nouvelle-Calédonie, au Moyen-Orient, au Tchad, et vis-à-vis des pays du tiers-monde? Monsieur, ces deux questions fort intéressantes, mais elles ne sont un peu, je suis un peu désolé, hors de notre conférence de ce soir, parce que je crois que, M. Sachs, il faudrait peut-être que nous abordions la deuxième partie, ou alors nous n'allons plus avoir de temps. Oui. Qui devront rentrer. Je vous prie de m'en excuser, monsieur, mais ça n'était pas le sujet de la conférence ce soir. Nous avions limité aux questions économiques et à la représentation des Français de l'étranger. Je peux vous assurer que M. Barre a des idées très précises sur la défense européenne et sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais c'est deux sujets extrêmement longs et difficiles à... Je crois avoir ici un document de M. Barre que je peux vous montrer et je cite un classeur qui fait cette position, je pense avoir... Alors je vais donc aborder la deuxième partie de cette conférence et essayer d'une façon concise à vous parler de la représentation des Français qui vivent à l'étranger. Je voudrais tout d'abord vous rappeler ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'il y a 1,5 million de Français qui vivent à l'étranger. Ces Français sont répartis forcément de façon illégale dans le monde. Il y a des grandes communautés françaises. Les Français qui vivent aux États-Unis sont une des plus grandes communautés dans le monde. Ceux qui vivent en Allemagne fédérale, bref, nous avons des endroits où nous avons une grande présence française. Par contre, dans certains endroits, et je pense notamment dans le sud-est asiatique, nous avons peu de Français. Cette représentation des Français de l'étranger remonte à maintenant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais vous rappeler que les Français qui vivent à l'étranger avaient pris une part prépondérante à la libération de la France en 1944-1945 et que ces Français qui avaient libéré notre pays avaient demandé qu'il y ait une représentation spécifique pour eux, pour ces communautés françaises qui vivent à l'étranger.
on avait étudié le problème pour que ces Français soient représentés à l'Assemblée nationale. Et il est apparu que ça n'était pas possible, car vous savez que les députés sont élus au suffrage universel direct, et on a buté sur, d'une part, les circonscriptions, d'autre part, les campagnes électorales, et c'est la raison pour laquelle il a été décidé en 1945 de faire représenter les Français de l'étranger, non pas à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, ce qui était à l'époque le Conseil de la République, puisque vous savez que notre 4e République ne parlait pas dans sa constitution d'un Sénat, mais du Conseil de la République. D'où une représentation spécifique de 3 membres pour les Français qui vivent à l'étranger, auxquels s'ajoutaient des sénateurs représentant les Français du Maroc, puisque nous avions une large communauté au Maroc, en Tunisie, et dans ce qui était à l'époque l'Indochine française. En 1948, constitution du Conseil supérieur des Français de l'étranger, conseil consultatif créé pour donner des avis au gouvernement sur les problèmes de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Vous allez le voir, ce Conseil des Français de l'étranger, auquel appartient M. Reboul, qui est ici présent, et moi-même, en tant que sénateur des Français de l'étranger, a joué pour nos compatriotes français à l'étranger un rôle tout à fait important et un rôle original, car la France est un des seuls pays dans le monde à avoir créé une telle institution. Outre cette représentation spécifique, qui est celle de la représentation parlementaire, de celle de la représentation des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger, existent les associations représentatives de nos compatriotes vivant à l'étranger. La première et la plus importante des associations représentatives est l'Union des Français de l'étranger, qui existe depuis 1927 et dont le président actuel est M. l'ambassadeur Bruno Deleuze, et qui siège boulevard Haussmann à Paris. C'est une association qui a des antennes dans le monde entier et qui s'est vue relayée au seuil des années 1980 par une autre association qui s'appelle l'Association démocratique des Français de l'étranger, qui est une association qui a indiqué tout à fait son caractère, qui est proche de la gauche, proche du Parti socialiste, et dont l'actuelle présidente est Madame Édith Cresson, ancien ministre du Commerce extérieur. Bien entendu, outre ces 2 grandes associations représentatives, existent bon nombre d'associations pour les associations de parents d'élèves qui veillent à l'enseignement de nos enfants, associations d'anciens combattants, bref, tout ceci est le tissu représentatif des Français de l'étranger. En 1958, notre Constitution prévoit que les Français de l'étranger sont représentés au Sénat par 6 sénateurs, et ces 6 sénateurs sont élus par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui est le corps électoral de nos compatriotes vivant à l'étranger. Cette représentation des Français de l'étranger a enfin été étoffée de 2 manières. En 1982, par l'institution du suffrage universel direct pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, et par le doublement du nombre des sénateurs représentant les Français de l'étranger, qui est passé de 6 à 12 par une loi constitutionnelle de 1983. Alors ces instances représentatives des Français de l'étranger, la question bien entendu qui peut être posée, à quoi servent-elles? Je vais essayer de vous définir très rapidement, dans le court laps de temps qui vient de nous être indiqué, quelles sont ces fonctions. Ces instances représentatives veillent, bien entendu, au bien-être des 1,5 million de Français qui vivent dans le monde. Elles veillent d'abord à la sécurité de nos compatriotes dans le monde, car ici, nos compatriotes qui vivent aux États-Unis ont bien entendu, dans ce grand pays, une vie calme et une vie démocratique. Vous savez que ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les communautés françaises qui vivent dans le monde et qui, elles, subissent, et je pense notamment en Afrique,
des agressions et donc le rôle du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des sénateurs, est de veiller à cette représentation et à la stabilité de ces communautés françaises dans le monde. En ce qui concerne, je crois qu'il y a des problèmes de climatisation importants qu'on n'a pas l'air de pouvoir résoudre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, nous continuons. Alors, il y a aussi la vie quotidienne des Français dans le monde et, bien entendu, le Conseil supérieur joue un rôle très important dans cette affaire. Je pense notamment à l'enseignement de nos enfants. C'est un des sujets de préoccupation pour les délégués au Conseil supérieur, pour vos sénateurs, de veiller à tout ce réseau d'écoles françaises qui existe dans le monde et qui est un des plus importants dans le monde. Vous avez à San Francisco, ici, une école française, vous en avez même plusieurs dans San Francisco et aux environs, et ces écoles jouent un rôle particulièrement important pour l'éducation de nos enfants, et nous avons là un rôle prépondérant au sein de nos instances. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger veille également à la protection et à la couverture sociale de nos compatriotes. Les Français de l'étranger qui vivent dans le monde ne veulent plus maintenant que partant à l'étranger pour telle ou telle entreprise française, ils ne puissent plus cotiser à leur retraite, avoir un système de sécurité sociale qui soit et qui leur permette de mener une vie décente à l'étranger et s'ils reviennent en France, se réinsérer dans le système de protection sociale français. Le Conseil supérieur, les sénateurs des Français de l'étranger, se penchent également sur les problèmes économiques et sur les problèmes de fiscalité de nos compatriotes qui s'installent à l'étranger. Nous avons, vous le savez, dans les pays où vont nos compatriotes, des régimes fiscaux qui sont différents, et il est important que cette fiscalité soit harmonieuse, qu'il n'y ait pas de double imposition, et le rôle du Conseil supérieur est donc de veiller à cela. Enfin, ce Conseil supérieur veille au rayonnement culturel de notre pays. Nous avons une langue française, qui n'est pas malheureusement suffisamment employée dans le monde entier, et tout ce qui concerne le rayonnement culturel préoccupe bien entendu vos instances représentatives. Enfin, notre Conseil supérieur s'est penché sur l'expression des droits civiques de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ces 1,5 million de Français qui vivent à l'étranger ont maintenant la possibilité de s'exprimer lors des grands scrutins, notamment pour l'élection du président de la République, dont nous avons parlé longuement tout à l'heure. Vous savez que le 24 avril et le 8 mai prochain, les Français qui vivent à l'étranger, s'ils se sont inscrits dans une liste électorale qui est là dressée à San Francisco comme à Los Angeles ou à New York, pourront voter comme les Français de métropole. C'est important qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent ainsi montrer leur attachement à leur pays d'origine et qu'ils ne sont pas étrangers à ce qui se passe en ce qui concerne notamment l'élection du président de la République française. Enfin, ils vont également pouvoir voter pour l'élection au suffrage universel direct de leurs délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Cette élection va avoir lieu le 29 mai prochain. Nos compatriotes, ici, en Californie, vont pouvoir voter non seulement en se rendant le 29 mai dans nos consulats, mais ils pourront le faire précédemment en ayant reçu des documents de notre consulat et en votant par correspondance. Donc c'est une faculté, une facilité qui est donnée à nos compatriotes, qui leur permet là de s'exprimer. Et je ne doute pas que M. Reboul, qui va avec M. Fugère à Los Angeles, demander vos suffrages pour cette représentation des Français de l'étranger, appréciera les suffrages que vous lui donnerez, vous permettrez ainsi de le conforter dans son action, à ce qu'il soit mieux représentatif de cette communauté française importante de Californie, et ainsi être votre interprète au sein des instances représentatives du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Voici très rapidement dressé à grands traits ce que font vos représentants, ce qu'est cette représentation
des Français de l'étranger, qui est souvent mal connu à l'étranger. Et là aussi, bien entendu, je me tiens à votre disposition pour répondre sur tel ou tel point où je n'aurais peut-être pas été assez clair. Y a-t-il des questions? Nous avons des questions. Nous allons tâcher de clôturer dans quelques instants. Il n'y a pas d'autres questions? Je voudrais vous remercier pour cet exposé. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Cantegray. Je pense qu'il est bon de souligner qu'il est 5h moins le quart du matin pour monsieur et madame Cantegray qui sont arrivés hier soir. Et je dois avouer que je suis très impressionné par le fait qu'ils sont encore capables de répondre à vos questions. Avant d'ajourner cette réunion, je voudrais annoncer deux choses. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu vous informer. Si, pour ceux parmi vous qui souhaitaient aider à l'élection de M. Raymond Barre, il y a deux moyens par lesquels vous pouvez le faire. Le premier, bien sûr, est de voter. Le deuxième, et avant cela, est si vous le souhaitez, de devenir membre du comité de soutien de M. Raymond Barre. Cela ne vous coûte rien. Ceci signifie simplement que nous vous ferons parvenir probablement plusieurs exemplaires des documentations que nous recevons du secrétariat de M. Barre à Saint-Germain à Paris, en vous demandant de bien vouloir les diffuser auprès de vos collègues intéressés. Si enfin vous le souhaitez, j'aimerais vous y encourager, vous pouvez contribuer d'une manière financière avec le montant que vous souhaitez. Si par exemple, plusieurs d'entre vous pouvaient contribuer à un montant aussi faible que 25 $, cela nous permettrait de joindre encore plusieurs milliers de personnes par courrier, puisque tout fonctionne par voie de volontariat. Et ceci sera très certainement apprécié par le secrétariat de M. Raymond Barre, puisque nous avons ici l'une des communautés françaises les plus actives. Si vous croyez pouvoir le faire, avant de partir, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos deux hôtesses à la sortie. Monsieur le sénateur Cantegray sera encore parmi nous pendant quelques minutes. Je sais qu'il a d'autres obligations et qu'il devra partir dans une dizaine de minutes de l'hôtel, mais si certains parmi vous souhaitent encore avoir un échange, je sais qu'il sera disponible pendant quelques instants. Je voudrais donc, pour terminer, vous remercier tous et remercier une dernière fois monsieur et madame Cantegray. Pour ceux qui parmi vous souhaitaient connaître les prises de position de M. Barre, j'en ai